Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ça va être quelques exemples de résolution de problèmes en dynamique. On va se concentrer sur des problèmes qui vont porter sur les plans inclinés. Évidemment, on va commencer avec un modèle super simple, un modèle très théorique, mais on va voir au fur et à mesure que ça avance qu'évidemment, on peut le complexifier. Et évidemment que ce problème-là va pouvoir s'appliquer à plusieurs situations de la vie réelle. Donc, si par exemple, on veut traiter le cas d'une voiture qui monte une côte, si on veut décrire le mouvement d'un skieur qui descend une pente, on va toujours pouvoir faire appel à ce concept-là, au concept du plan incliné. Mais on va vraiment se simplifier la situation. Donc, on va partir avec un problème très simple, celui du plan incliné sans frottement. Commençons donc avec notre premier énoncé. Ici, l'énoncé complet est le suivant. On nous demande pour un bloc de 10 kg qui glisse sans frottement le long d'un plan incliné de 30 degrés, quelle va être l'accélération et quelle sera la force normale. Donc, lançons-nous. La première étape dans notre résolution de problème, ça va évidemment être de remplir notre schéma en identifiant toutes les forces qui s'appliquent. Donc ici, on a notre plan incliné. Évidemment, notre bloc a une masse. On nous indique que le bloc a une masse de 10 kg. Je vais zoomer ici un petit peu pour qu'on soit en mesure de bien voir. Donc, je vais avoir deux forces qui vont s'appliquer. La première, j'ai évidemment un bloc qui a une masse. Donc, je vais avoir un poids qui va être orienté vers le centre de la planète. C'est notre force gravitationnelle. Donc, je vais noter ça, M vecteur G. Donc, je mets le vecteur ici parce qu'évidemment, là, ce que je veux retrouver à la fin, c'est un vecteur de force. Donc, la masse, un scalaire multiplié par un vecteur, ça va bel et bien me donner un vecteur. Je vais ajouter à ça un deuxième vecteur, qui celui-ci est perpendiculaire à la surface, ce que j'ai toujours lorsque j'ai un bloc qui est en interaction avec la surface, je vais avoir une normale, la force exercée par le plan incliné sur mon bloc. Donc, cette force-là est normale parce qu'elle est perpendiculaire à la surface, on s'appelle. Donc, elle ne sera pas vers le haut ici. J'ai vraiment une force qui va être perpendiculaire à ma surface qui elle-même est inclinée. Ici, on nous disait que le bloc est incliné à 30 degrés. Donc, je sais que, évidemment, une inclinaison de 0 degré, ça correspondrait à une situation à plat. Donc, mon inclinaison, lorsqu'on dit 30 degrés, là, on pourrait se demander est-ce que c'est l'angle en haut ou l'angle en bas. Si un angle de 0, ça correspond à la situation à plat, bien évidemment, mon inclinaison correspond ici. Et on peut se convaincre que plus cet angle est grand, plus l'inclinaison serait grande. À une inclinaison de 45 degrés, ce serait un plan incliné beaucoup plus à pic qu'une inclinaison de 30 degrés. Donc ici, j'ai mon angle de 30 degrés. Évidemment, on prend souvent des angles assez grands dans les situations qu'on rencontre dans les problèmes aussi parce que les calculs sont un petit peu plus faciles à faire, les forces vont être un petit peu plus importantes. Mais comme vous avez vu au laboratoire, là, ces angles-là peuvent être très petits puis qu'on observe quand même un mouvement. Dans le laboratoire 2, notamment, on avait un angle qui se trouvait aux environs de 2 à 3 degrés et on observait très bien le mouvement. On constatait clairement que le plan était bien incliné. Donc, je pars de cette situation-ci. Maintenant, j'ai identifié mes forces. Comme je n'ai pas de frottement, je n'ai pas de force supplémentaire parallèle à ma surface. Je n'ai pas non plus de force externe. On ne nous dit pas qu'un expérimentateur pousse ou tire sur la bloc. Donc, j'ai bel et bien toutes mes forces ici. En théorie, ce que j'ai ici, c'est un problème en deux dimensions. On est tous très habitués de régler nos problèmes en plaçant nos axes X et Y, un axe à la verticale, un axe à l'horizontale, comme j'ai sur le côté ici. J'aurais tendance à vouloir dire, ma verticale, c'est ce qui va vers le haut, mon horizontal, c'est ce qu'on dirait là, traditionnellement le niveau, notre situation sans inclinaison. Dans plein de situations, cette résolution-là fonctionne très bien. Ce serait mathématiquement valable de le faire de cette façon-là, mais les calculs vont devenir très compliqués. Parce qu'ici, je sais que mon bloc va dévaler le plan incliné. Si vous vous replacez dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours, vous avez une bille que vous placez sur une surface inclinée, la bille va avoir tendance à descendre. De la même façon, notre bloc ici, qui est sur un plan incliné sans frottement, va avoir tendance à descendre. Donc, pour bien représenter ça, ce que je vais vouloir faire très souvent, ça va être d'aligner mes axes avec la direction du mouvement. Ici, je m'attends déjà à avoir une accélération. Tiens, dessinons-la ici. Je m'attends à avoir une accélération dans la direction du bas du plan. Si jamais je plaçais les axes traditionnels, là, un axe à l'horizontale et un axe à la verticale,
je me retrouverai avec une accélération en X et une accélération en Y dans le même problème. Ça devient un problème qu'on n'a pas le choix de traiter au long avec des vecteurs, toujours en train de jouer avec des composantes. Ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus difficile que ce qu'on a besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un petit truc de passe-passe qui va revenir très souvent dans ce genre de résolution-là. On va placer nos axes perpendiculaires et parallèles à la surface. Donc ici, moi, je vais choisir de mettre mon axe des X vers le haut et mon axe des Y perpendiculaires à la surface. Donc ici, juste par habitude, je place mon axe des X vers le haut. J'aurais très bien pu le placer en sens contraire. Donc ici, je vais effacer mon petit système d'axes en bas. Gardons seulement ce dont on a besoin. Et ici, c'est une des raisons pour lesquelles je vais insister pour que vous fassiez toujours un schéma de la situation en premier, mais ensuite qu'on aille passer du côté du diagramme des corps libres, qui est lorsqu'on représente toutes nos forces comme si elles étaient appliquées sur un seul point. Je vous rappelle que c'est ce qu'on faisait en cinématique, c'est ce qu'on va continuer à faire en dynamique. Je représente toujours mon objet comme si c'était un seul point. Typiquement, on va dire que notre objet, là, on le représente à son centre de masse. Donc, l'endroit, si on avait à représenter tous les points de l'objet en un seul point, si on résume notre objet par une particule, ben, on la placerait au centre de masse. Donc ici, je vais avoir deux forces qui vont être appliquées et ce n'est pas nécessairement clair quelle force est en Y, quelle force est en X ici et dans quelle orientation il serait par rapport à notre nouveau système d'axes. Donc, je vais profiter de cette petite étape-là là, pour reproduire mes forces clairement en X, en Y et retrouver quel angle se retrouve où pour ensuite être en mesure de faire ma décomposition des forces et faire ma somme des forces en X et en Y. Donc, regardons comment est-ce que je peux faire ça ici. J'ai ma force normale qui est clairement perpendiculaire à la surface et j'ai justement dit que mon axe Y est perpendiculaire à la surface. Donc, je vais avoir ma force normale. Donc, je vais avoir ma force normale qui va être orientée comme ça ici. Je vais ensuite avoir mon poids qui est orienté généralement vers les Y négatifs et vers les X négatifs ici. Donc, si vous remarquez là, par rapport au système d'axe que j'ai à gauche, mon poids mg est orienté vers les X négatifs. Donc, je sais qu'il va être placé quelque part ici. Et là, il y a une étape qui est très importante, c'est de réaliser quelle est l'orientation de mon poids dans ce plan-ci. Avec le temps, vous allez probablement réussir à vous en convaincre. Vous n'aurez plus nécessairement besoin d'y réfléchir, mais si j'ai ma droite ici qui est perpendiculaire à la surface, l'angle que j'ai ici va correspondre à mon inclinaison ici. Le truc que je me donne souvent personnellement pour m'en rappeler, c'est simplement de savoir que lorsque j'ai une inclinaison de 0 ici, ben, mon angle entre la verticale et ce vecteur-là devrait tendre vers 0. De la même façon, lorsque l'angle augmente, ben, cet angle-là va devenir de plus en plus grand. Sinon, vous pouvez vous tracer là, votre axe horizontal, vertical, initial, puis voir comment est-ce que ce système d'axe-là a tourné par rapport à votre système d'axe initial. Donc, je vais peut-être le dessiner juste en dessous ici, là. Donc ici, juste pour bien mettre en évidence là, le fait que j'ai deux systèmes d'axes différents. Les deux systèmes d'axes auraient pu être utilisés, mais il y en a un qui est vraiment beaucoup plus facile à utiliser. J'ai mon XY qui est celui que je vais utiliser ici dans le cadre du problème. Et j'ai mon X', Y' qui est ici. Évidemment, là, mon vecteur de poids, il est directement vers les Y' négatifs. Hein, il est vers le bas vers le Y négatif selon mon système d'axe classique, si on veut. Et je sais que ici, juste ici, entre mon axe X et mon axe X', j'ai un angle de 30 degrés. Donc si ici, j'ai bel et bien quelque chose de perpendiculaire, que mon axe X' est perpendiculaire à mon poids, eh bien, je n'ai pas le choix d'avoir également un 30 degrés entre mon axe Y négatif et mon axe Y' négatif. Donc, tout mon système d'axes tourne ensemble. Je n'ai pas le choix à ce moment-là d'avoir mon angle de 30 degrés à cet endroit-ci aussi. Donc, peu importe la façon que vous choisissez pour vous en convaincre, il y a plusieurs chemins pour faire la démonstration du fait que cet angle est le même, mais je veux que vous vous assuriez là, de bien saisir cette notion-là ici,
que l'angle qu'on va retrouver dans notre diagramme des corps libres entre le poids mg et la verticale, ça va être notre inclinaison ici, dans le cadre qui nous intéresse, 30 degrés. Donc ici, fin de la parenthèse, je vais mettre ça dans un beau petit nuage. C'était vraiment simplement pour se convaincre de l'angle de 30 degrés. Évidemment, en examen, vous n'avez pas besoin de me redémontrer ça à chaque fois, là. Je pense que lorsqu'on va avancer dans les problèmes, ça va être quelque chose qui va être très clair pour vous. Vous pouvez simplement me mettre ici l'inclinaison sans avoir à me faire la démonstration d'aucun angle de ce côté-ci. Il s'agit vraiment de trigonométrie de base. Donc, l'étape clé ici, ça a été, on va se garder une petite note à cet effet-là. Là. On va placer nos axes parallèles et perpendiculaires à la surface plutôt que d'y aller avec la verticale et l'horizontale classique. Une fois que c'est fait, avec notre diagramme des corps libres, ça va être assez facile de faire la résolution du problème. On part de notre diagramme des corps libres et on va faire notre somme des forces. On va utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, je vais venir faire ça, tiens, juste à côté pour garder mon diagramme des corps libres à proximité. Donc, à partir de la deuxième loi de Newton, je vais faire ma somme des forces en X et ma somme des forces en Y séparément, qui va être égale à la masse de l'objet fois son accélération. Ici, c'est simple, j'ai un seul objet, donc je vais avoir une seule paire d'équations. Évidemment, chaque fois que j'ajoute un objet, je vais avoir besoin de faire la somme des forces sur cet objet-là. Ici, j'ai ma masse fois l'accélération en X qui est égale à la somme des forces en X et la somme des forces en Y, on se rappelle, hein, la somme des composantes en Y de toutes les forces va être égale à la masse fois l'accélération en Y. Comme en A, il nous demande l'accélération. L'accélération de notre bloc, on a déjà mentionné, ça va être parallèle au plan. Il n'y a aucune raison que notre bloc renfonce dans le plan ou se mette à sauter et se séparer du plan. Donc, mon accélération va être uniquement en Y. Il est logique que je parte de ma somme des forces. Excusez-moi, mon accélération est seulement en X. Donc, il est normal que je parte de ma somme des forces en X. Qu'est-ce que j'ai maintenant comme force en X? Si je regarde, ma normale est uniquement en Y, donc la seule force que je vais avoir en X, la seule force qui a une composante en X, ça va être mon poids. Et la composante en X de mon poids, ici, ça va être mg, la norme de ce poids-là, fois la... Ici, je cherche le côté opposé à mon angle, donc fois le sinus de mon inclinaison. Je n'ai aucune autre force. Et ici, cette composante-là, elle est vers les x négatifs. Je vais avoir un moins ici, égal à la masse fois l'accélération en x. Notez bien ici, j'ai choisi de prendre l'angle, l'inclinaison, l'angle à partir des y négatifs. Je n'ai pas choisi la convention qu'on avait, par exemple, plus tôt dans le cours en cinématique, là, de prendre l'angle par rapport au x positif en sens anti-horaire, auquel cas j'aurais eu un angle différent. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre un signe négatif là, lorsque je prends mes composantes. Mais ici, je me suis simplifié un petit peu la tâche en prenant un angle qui allait être nécessairement entre 0 et 90. Le compromis que je dois faire à ce moment-là, c'est évidemment d'aller déterminer moi-même là, quel va être le signe de la composante. Donc ici, il me reste à résoudre pour l'accélération. Il y a une petite simplification qui peut se faire. J'ai la masse à gauche, la masse à droite. Je peux diviser par la masse des deux côtés. Parce qu'évidemment, ma masse ne va jamais être égale à 0. Le problème serait trivial à ce moment-là. Et je vais trouver donc une accélération x. Je vais placer mon accélération à gauche, juste pour que ce soit un petit peu plus facile à lire, qui va être égale à moins g fois sin de θ. Ici, je mets les chiffres là-dedans. Moins g, on se rappelle, c'est la norme de l'accélération gravitationnelle, donc moins 9,8 newton par kilogramme, fois sin de 30. Et sin de 30 degrés, il se trouve que c'est 1/2. Donc, je vais trouver moins 4,9 ici, mètres par seconde carré. Des newtons par kilogramme, vous pouvez faire l'analyse dimensionnelle par vous-même. Là, ça correspond bel et bien à des mètres par seconde carré.
Et ici, j'ai la composante en x de mon accélération. Donc, il est logique que la composante en x de mon accélération soit négative parce qu'on se rapporte à notre dessin. Là. Notre bloc, on s'attend à ce qu'il dévale la pente et mon axe des x est orienté vers le haut. Donc, nécessairement, mon accélération va être vers le bas. Remarquez également ici que j'aurai cette accélération-là, peu importe la masse. Lorsque j'ai fait mes calculs, ma masse s'élimine dès les premières étapes. Et lorsque vient le temps de mettre les chiffres, j'aurais pu avoir n'importe quelle masse. Ici, j'aurais trouvé la même accélération. Lorsqu'on néglige le frottement, le poids de notre bloc, la masse de notre bloc n'influencera pas son accélération le long du plan. La deuxième étape, là, on va avoir besoin de notre poids. On nous demande quelle est la force normale, ou quelle est la norme de cette force normale-là plutôt. Donc, on va cette fois-ci s'intéresser à une force qui est en Y. Je vais aller chercher ma somme des forces en Y. Et cette fois-ci, je vais avoir deux forces. Je vais avoir la composante en Y de ma normale. Ma normale est orientée directement vers les Y positifs. Donc, la composante en Y, ça va simplement être N. Et j'ai une composante négative qui correspond à la composante en Y de mon poids. Donc, moins mg. Évidemment, si c'était le sinus qui était ma composante en x, mais ça va être le cosinus qui va être ma composante en y, mg, fois cos de θ, qui va être égal, cette fois-ci, à ma masse fois l'accélération en y, mais regardons notre situation. Mon accélération est uniquement en x. À aucun moment est-ce que mon bloc va renfoncer dans le plan, et à aucun moment est-ce que mon bloc va se mettre à sauter et se séparer du plan. Donc, nécessairement, je sais de ma situation que je vais avoir une accélération en y qui va être égale à 0 parce que mon bloc est immobile en y. Oui, mon bloc se déplace, mais il se déplace uniquement le long de l'axe x. Ça, c'est la grosse simplification que nous permet notre problème, que nous permet notre nouveau système d'axe. Je vais avoir ma normale moins mon poids, ou plutôt moins la composante en y de mon poids, qui va être égale à 0. Et ici, vous allez remarquer, notamment, que ma normale ne sera pas égale à mon poids. Ma normale va être égale à m fois g fois cos de θ. Et ici, je vais donc avoir ma normale qui va être égale à 10 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois cosinus de 30. Donc ici, j'arrive à un résultat de 84,87 newton pour la norme de ma normale. Attention ici, hein, on est vraiment dans la situation où il peut être facile de se tromper dans nos caractères, si j'ai bel et bien une force à gauche et à droite les newtons qui sont les unités de ma force. Donc il me resterait à répondre à mes deux énoncés à l'aide d'une phrase complète. On nous demandait, je me rapporte à la question évidemment pour ça, on me demandait quelle va être l'accélération. Bien, A, l'accélération, je vous rappelle l'accélération c'est un vecteur, donc on va donner son orientation et sa norme, est de 4,9 mètres par seconde carré vers le bas du plan. Et en B, on nous demandait quelle était la norme du vecteur, la norme de la normale. Donc évidemment, si je m'intéresse à la norme ou au module de la normale, je m'intéresse uniquement à la valeur, la grandeur de ce vecteur-là, et c'est 84,87 newtons. La norme, si on va utiliser le symbole, la norme de n est de 84,87 newtons. Ok, allons-y cette fois-ci avec un deuxième exemple qu'on va complexifier un petit peu par rapport à l'exemple précédent. On est encore dans le plan incliné, encore dans un plan incliné de 30 degrés. Cette fois-ci, cependant, on nous précise que le bloc glisse avec frottement le long du plan incliné. Donc, on ne pourra plus négliger cette force de frottement-là et on nous demande justement de la trouver la force de frottement si l'accélération est de 3,5 mètres par seconde carré vers le bas.
Donc ici, notez bien, premièrement que lorsqu'on nous dit 3,5 mètres par seconde carré vers le bas du plan, on signifie toujours le parallèle à la surface. Évidemment, il va avoir une accélération directement vers le bas, mais on ne parle pas ici de la composante vers le centre de la Terre de l'accélération, on parle de l'accélération le long du plan. L'autre élément qui est intéressant dans cette situation-ci, c'est qu'on nous parle d'une force de frottement, mais on n'aura pas besoin de faire appel aux équations qu'on va voir à la section 2.5 pour le traiter. On est quand même capable de déduire la force de frottement simplement à l'aide de notre deuxième loi de Newton. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc on commence comme toujours en identifiant nos forces sur le schéma. J'ai évidemment toujours, zoomons un petit peu sur notre figure, j'ai évidemment toujours mon poids qui est orienté directement vers le centre de la Terre. Donc, mg, toujours un vecteur ici. J'ai ma normale qui est encore une fois perpendiculaire à ma surface. Et ici, on me dit que la force de frottement, avec la force de frottement, j'ai une accélération qui est plus petite que ce que j'avais précédemment. Initialement, si je vous vous rappelez bien, à la situation 1, on avait trouvé une accélération d'environ 4,9 mètres par seconde carré. Cette fois-ci, j'ai une accélération de 3,5. Donc, nécessairement, je vais avoir une force qui va aller en sens contraire de mon mouvement, qui va venir réduire mon accélération. Mon accélération est toujours orientée vers le bas du plan. Je pourrais le représenter, par exemple, avec une autre couleur. Toujours une bonne idée en examen de se donner un symbole, une façon de distinguer mon accélération de mes forces. Évidemment, je ne peux pas additionner des accélérations avec des forces ici. Donc ça, c'est mon accélération. J'avais mon poids, j'ai ma normale ici. On va simplement le mettre de la bonne couleur. Ma normale ici. Et je vais donc avoir une troisième force, ma force de frottement, qui, elle, est toujours parallèle à ma surface et qu'on note avec un F minuscule ici. Ici, évidemment, là, on sait que mon bloc devrait se déplacer, donc mes surfaces vont glisser ensemble. J'aurai donc une force de frottement cinétique. Je pourrais l'indiquer si je le souhaite, mais ici, dans le cadre du problème, on n'a pas vraiment besoin de faire la distinction entre une force de frottement statique et une force de frottement cinétique. J'ajoute à ça, sur mon problème, l'inclinaison du plan. Donc, j'ai une inclinaison de 30 degrés ici. Et je crois que j'ai toutes les informations nécessaires pour la résolution de mon problème. Je vais maintenant transporter ces informations-là dans mon diagramme des corps libres en X et en Y. Je dois pour cela spécifier quels vont être mes axes. Donc, j'indique ici sur mon schéma que mon axe Y va être perpendiculaire à ma surface et mon axe des X va être parallèle à la surface. Dans un même problème, différentes personnes pourraient choisir différents systèmes d'axes, donc je vais m'assurer de l'indiquer clairement ici. Je vais avoir donc, si je rapporte ça dans mon diagramme des corps libres, deux forces qui vont être orientées directement selon les axes. Ma normale qui est directement vers les Y positifs et mon poids et mon frottement qui est vers les X positifs. Frottement. Et je vais avoir mon poids qui est vers les X négatifs et vers les Y négatifs. Et on avait déjà vu l'angle ici, ça va être mon inclinaison, mon angle θ. J'aime utiliser des variables à cette étape-ci du problème pour ne pas l'alourdir. Je sais que j'ai une seule inclinaison, donc c'est assez facile à traiter, puis je pourrais remplacer par le 30 degrés seulement à la fin. Ça me donne aussi une idée un peu plus générale du problème. Donc, par exemple, s'il y avait une partie B à la question où on me demande simplement qu'est-ce qui arriverait pour un nouvel angle, bien, j'ai déjà fait tout mon calcul à l'aide de variables, donc il me reste simplement à remplacer l'angle par la nouvelle valeur qu'on me demande à la fin. Ici, j'ai bel et bien identifié toutes mes forces. Il n'y en a aucune autre dans le cadre de mon problème. Donc, je passe à ma résolution par les lois de Newton. Je pourrais indiquer à côté de mon diagramme des corps libres mon accélération. Par contre, personnellement, je vais toujours laisser uniquement mes forces pour la simple et bonne raison que je veux éviter de courir le risque d'additionner, par exemple, une force avec une accélération ou une force avec une vitesse. Donc, mes vitesses, mes accélérations sont toutes indiquées dans mon schéma lorsque c'est pertinent. Cependant, je ne vais pas le mettre dans mon diagramme des corps libres. Mon diagramme des corps libres, c'est comme la petite maison uniquement pour mes forces. Je fais donc ma somme des forces en X et ma somme des forces en Y, ma résolution par la deuxième loi de Newton. Ici, je sais que je m'intéresse à une force qui est en X. J'ai oublié d'indiquer sur mon schéma le poids mg.
Je m'intéresse à une force qui est uniquement en X, donc évidemment, je vais vouloir partir de ma somme des forces en X dans ma résolution. J'ai somme des forces en X égale à la masse fois l'accélération en X. Mes forces en X, ça va être mon poids et ma force de frottement. Mon poids est orienté vers les X négatifs, les Y négatifs. Donc, sa composante en X, ça va être quelque chose de négatif, moins mg fois sin de θ. Et ma force de frottement est orientée uniquement vers les X positifs. Donc, la composante en X, ça va être simplement F. Et tout ça, ça va être égal à la masse fois l'accélération en X. Ce que je souhaite, c'est trouver la force de frottement. Donc, je vais isoler dans ma formule cette valeur-là. Ma force de frottement, la norme de la force de frottement, va être égale à la masse fois l'accélération en X plus mg fois sin de θ. Si je veux rendre ça un petit peu plus facile à pitonner, dans ma calculatrice, je pourrais mettre en évidence ma masse. Donc la masse fois l'accélération en X plus g fois sin de θ ici. Là, on va faire attention. Ma masse, c'est facile, c'est 10 kg. Cependant, mon accélération ici, mon accélération est vers les X négatifs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la composante en X de mon accélération. Il va falloir que je mette la valeur négative, moins 3,5 mètres par seconde carré. Et j'arrive donc à un résultat de 14 newtons pour ce qui est de ma force de frottement. Évidemment, là, si jamais j'avais eu des unités différentes, il aurait peut-être fallu que je fasse des petites conversions. Ici, ça me donne bel et bien l'unité SI de force parce que j'ai mon unité SI de masse avec mon unité SI d'accélération. Même principe, vous pouvez vous en convaincre avec une petite analyse dimensionnelle ici. Donc, j'ai bel et bien trouvé ma réponse. Revenons à notre question. Il nous demandait quelle est la force de frottement. Dans le doute, si on me parle d'une force, on me demande quelle est la force. Je vais indiquer donc à la fois sa grandeur et son orientation. Je vais préciser. La force de frottement est de 14 newtons vers le haut du plan. Ce serait ma réponse ici. Et là, je vous invite à prendre une petite seconde et réfléchir à une question très simple. Est-ce que cette fois-ci, je me suis fait une situation simple, hein, j'ai une accélération le long du plan qui est plus faible lorsque j'ajoute un frottement que l'accélération que j'avais initialement. Initialement, lorsque je n'avais pas de frottement, j'avais une accélération de 4,9 mètres par seconde carré. Cette fois-ci, je suis tombé à 3,5. Est-ce qu'il aurait été possible d'avoir une accélération plus grande que 3,5 mètres par seconde carré dans ma situation? Donc, je vous laisse 2 petites secondes y penser. La réponse ici, c'est oui. Pour avoir une accélération ici, regardez bien, votre vecteur d'accélération est vers le bas. Si vous aviez voulu avoir une accélération vers le bas du plan qui est plus grande, il aurait simplement fallu ajouter une force qui aurait été vers le bas du plan. Ici, mon poids ne va jamais changer de côté, ma normale ne va jamais changer. Ce qui peut changer, cependant, c'est ma force de frottement. Et dans quelles circonstances est-ce que je peux avoir une force de frottement qui serait orientée vers la gauche ici? Bien, c'est évidemment si mon bloc est en train de se déplacer vers la droite. Ma force de frottement cinétique est toujours en sens contraire du glissement. Donc, si mon bloc glisse vers le bas, la force de frottement va être vers le haut. C'est la situation qu'on a ici, c'est souvent celle qui est le plus intuitive. Mais mon accélération, rappelez-vous bien, mon accélération n'est pas obligée d'être en le même sens que mon mouvement. Je pourrais très bien avoir un bloc qui se déplace vers le haut du plan. Donc, il y a une vitesse vers le haut avec une accélération vers le bas. C'est la situation où j'ai un bloc qui ralentit. Et si ce bloc-là est en train de ralentir avec du frottement, bien, le frottement va venir dans la même direction que mon accélération à ce moment-là. Et mon frottement va être dans la même direction que mon poids. Et à ce moment-là, la composante en X de force résultante sur mon bloc va être encore plus grande que lorsque je n'avais pas de frottement. Donc, oui, je vais toujours avoir un frottement qui est en sens contraire de mon mouvement, mais il peut très bien être dans le même sens que l'accélération que j'aurais normalement.
Donc faites attention dans votre lecture de problème de ne pas toujours prendre pour acquis que le problème est dans la situation la plus simple. J'aurais très bien pu avoir ici une accélération plus grande si j'avais eu une force de frottement en sens contraire. Voyons maintenant la prochaine variante du problème de bloc sur un plan incliné. Cette fois-ci, on a toujours notre fameux bloc de 10 kg sur le même plan incliné à 30 degrés. On a fait une dernière petite modification. On nous demande quelle va être la force de frottement si le bloc est immobile ici. Donc la première réalisation à avoir, c'est que si le bloc est immobile, ça signifie que j'ai une vitesse égale à 0 et une vitesse constante, qui plus est, qui est égale à 0. Et donc, j'ai également une accélération qui est égale à 0. Que ce soit en X ou en Y, mon accélération est égale à 0 lorsque mon bloc est immobile. Ça va venir simplifier beaucoup mes équations. Cette fois-ci, je peux donc remplir encore une fois mon schéma. Je ne vais pas m'en sauver. Il va falloir que j'indique mon poids vers le bas. MG, ma normale perpendiculaire à la surface. Normalement, ce bloc-là aurait tendance à descendre sur le plan. Il y aurait une accélération vers le bas. Si je veux empêcher d'avoir cette accélération vers le bas-là, il va falloir que ma force de frottement soit orientée vers le haut. Ici, j'ai un exemple de situation où j'aurais une force de frottement qu'on dirait statique. J'ai une force de frottement qui force mon objet à rester immobile. Par contre, l'orientation des forces est exactement la même que dans la situation précédente, lorsque j'avais mon frottement qui était en sens contraire du glissement de mon bloc. Donc cette fois-ci, je rapporte ça encore une fois dans mon diagramme des corps libres. Je vais avoir mon poids ici. Ma normale perpendiculaire à la surface. Mon frottement qui est vers les X positifs. MG ici. Et mon angle θ ici, et mon angle θ est égal à 30 degrés. Ici, je peux indiquer tout de suite sur mon schéma, je sais que mon accélération, mon vecteur d'accélération est nécessairement égal à 0. Je n'ai pas d'accélération X, pas d'accélération Y. Donc, je peux clairement écrire que le vecteur au complet correspond au vecteur nul. Avec ça en main, je passe par ma deuxième loi de Newton, encore et toujours. À partir de ma deuxième loi de Newton, je m'intéresse à la force de frottement qui est en X. Je vais tout de suite aller sur la composante en X de mon équation. Somme des forces en X égale à la masse fois l'accélération X. Et je vais donc trouver, encore une fois, mon accélération, un petit peu comme on avait vu en Y dans la première partie de la résolution. Là, mon accélération en X ici va être égale à 0. Car immobile. Je vais toujours venir au fur et à mesure de ma démarche, là, lorsque je simplifie des choses, lorsque j'indique que quelque chose est égal à 0 par exemple, je vais venir indiquer pourquoi est-ce que je peux le dire. Soit ça m'a été donné explicitement dans la question, ici on me le disait parce que c'était immobile, c'est ça qui me permet de justifier. Qu'est-ce que j'ai comme composante en X de force? Bien, si je me réfère à mon diagramme des corps libres, je vais avoir ma composante en X du poids ainsi que mon frottement. Mon frottement est vers les X positifs. Donc, frottement moins la composante en X de mon poids, mg sinus de θ. Tout ça va être égal à 0. Et donc, mon frottement va être égal à mg sin de θ. Et je peux venir mettre mes valeurs numériques là-dedans. Mon frottement, ça va être 10 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois sinus de 30 degrés. Tout ça, ça va me donner, une fois multiplié, des newtons. Et je vais donc avoir mon sin de 30, ça me donne une demi, fois 9,8, ça me donne 4,9, fois 10, donc 49 newtons comme force de frottement. Et voilà, donc lorsque j'ai des problèmes où mon objet est immobile, la résolution va souvent être beaucoup plus simple. Ici, il me resterait à répondre avec une phrase. Réponse, la force de frottement
Et là, si je veux m'assurer de bien répondre à la question, je vais relire là, pour dire la force de frottement dans quelle situation. Ici, la force de frottement lorsque le bloc est immobile. Pour que le bloc soit immobile est de 49 newtons. Donc, allons-y d'un dernier exemple. Vous allez voir ici, on n'aura pas besoin de faire la résolution au complet de notre problème. On va vraiment juste voir comment est-ce qu'on pourrait aborder un problème comme celui-ci. On a une mise en situation un petit peu plus réaliste. Ici, on nous dit un skieur remonte une pente de 15 degrés à l'aide d'un téléski. Si on néglige la force de frottement, quelle force le téléski devra-t-il appliquer sur le skieur pour faire remonter à une vitesse constante de 5 mètres par seconde? Évidemment, ici, j'ai ajouté moi-même le constante. Lorsqu'on nous dit j'ai une vitesse de 5 mètres par seconde, il est sous-entendu que la vitesse, évidemment, reste de 5 mètres par seconde. Donc, on va pouvoir, on déduit déjà là, que ma vitesse va être une vitesse, tiens, ajoutons-le directement, constante. Vitesse constante de 5 mètres par seconde. Je vais me faire une mise en situation un peu plus réaliste à droite. Ensuite, on va revenir sur notre modélisation physique de la situation. Donc, juste pour la mise en contexte, là, lorsque je parle d'un téléski, c'est que si j'avais un personnage ici, un personnage à petites jambes qui est sur des skis, un téléski, ce serait une machine qui vient se placer derrière. Là, il y a une espèce de petit banc dessus sur lequel la personne vient vient s'asseoir et qui tire cette personne-là vers le haut. Donc, je suis dans une situation où je pourrais considérer là, que ça, c'est une force externe. Évidemment, je vais simplifier mon problème. Ma force pourrait être à un certain angle. Dans ce cas-ci, je vais considérer qu'elle est encore parallèle à la surface. Simplement pour me limiter, pas avoir trop de calculs, je pourrais très bien avoir n'importe quel angle par contre. Et ensuite, j'aurais simplement à le reproduire sur mon diagramme des corps libres et j'aurais une composante en Y et en X de cette force-là. Pour par contre alléger un petit peu mon calcul, je vais dire ici que j'ai ma force externe qui va être parallèle à la surface. C'est le genre de problème d'ailleurs où on vous fournirait au moins les premières étapes du schéma là, pour éviter cette confusion-là par rapport à quelle est l'orientation de cette force-là. Donc j'ai ma force externe qui correspond à la force exercée par mon remonte-pente, aussi appelé un tire-fesse, tout dépendant où est-ce que vous allez, où est-ce que vous vivez. Donc ici, je vais avoir toujours mon poids vers le bas et je vais avoir ma normale perpendiculaire à la surface. Dans cette situation-ci, on a spécifiquement mentionné qu'on négligeait le frottement, donc je ne mets aucune force de frottement. Je vais encore avoir mes axes en X et en Y qui vont être parallèles et perpendiculaires à ma surface. Et ici, la clé. Vous remarquez, j'ai un schéma qui ressemble beaucoup à ce que j'avais dans les situations précédentes. Je pourrais le mettre tout de suite sur mon diagramme des corps libres. Je vais avoir mon poids M fois G qui est orienté encore une fois à mon angle θ, l'angle θ qui correspond à mon inclinaison. Ma normale va être perpendiculaire, donc vers les Y positifs. Et mon frottement va être vers les Y. Excusez-moi, ma force externe va être vers les X positifs. Et là, ce qu'on me demande de trouver, c'est la force externe. Et l'élément clé qu'on nous mentionne, c'est que mon objet se déplace à 5 mètres par seconde. Ici, j'ai un objet qui se déplace, si on va mettre ça d'une autre couleur, qui se déplace vers le haut à une vitesse constante. Il se trouve qu'une vitesse constante, ça correspond toujours à une variation de vitesse qui est nulle. Une variation de vitesse, si mon objet ne change pas de vitesse, je sais que son accélération est égale à 0. Donc mon problème, que j'ai une vitesse constante ou une vitesse nulle, un objet immobile, dans les deux cas, je retombe sur une accélération égale à 0 et je vais donc avoir la même résolution qu'au problème précédent.
Donc ici, je viens de ramener le problème à une situation qu'on a déjà vue. Je ne ferai pas la résolution au complet, mais je sais que mon accélération est égale à 0. Je vais avoir dans mes équations en x et en y une accélération égale à 0. Donc faites-vous pas avoir, c'est pas parce qu'un objet se déplace qu'il a nécessairement une accélération. Je peux très bien avoir un objet où la somme des forces est égale à 0 et que mon objet se déplace, mais il va se déplacer à vitesse constante. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, en passant, la force externe va être exactement la même ici. Il va falloir que j'exerce une accélération pour faire passer mon objet d'une vitesse initiale qui est 0 jusqu'à sa vitesse, jusqu'à la vitesse qu'il va avoir, la vitesse constante. Mais une fois qu'il est à vitesse constante, pour tout le reste du problème, la somme des forces va rester 0, que ce soit en x ou en y.